de Pierre Saron, qui est psychiatre aussi. Donc, on est tous les deux référents de médecine générale et psychiatrie 37. Et ce soir, on va vous parler de traitement psychotrope chez l'enfant et l'adolescent. Et on a accompagné par un certain nombre de psychiatres qui sont autour de nous, qui sont cinq pédopsychiatres, et qui vont se présenter au fur et à mesure de la présentation. Donc, on vous rappelle que la soirée est enregistrée pour être ensuite mise sur le site de Médecine Générale et Psychiatrie 37. Je fais un peu de pub parce que le site a fait peau neuve. On a changé l'identité visuelle, donc le logo, et on a refait un site tout beau, tout neuf. Donc, vous pouvez aller voir. Il y a pas mal d'infos dessus, notamment les modalités d'adressage pour les patients. Voilà, donc je vais partager mon écran. Tu veux le lancer? Alors, et ben, du coup, hop là. Donc, on est en train de partager. Voilà. Donc, bonsoir à tous. Moi, je me présente. Je suis le docteur Xavier Angibaud, pédopsychiatre au Centre Orest et chef de service également du Centre Orest et du service pour adolescents du CHRU de Tours. Et avec mes collègues, nous allons vous présenter un topo sur la prescription de psychotropes chez les enfants et les adolescents. Avant tout, un petit mot sur le Centre Orest pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, on a un centre de consultation pour adolescents du département d'Indre-et-Loire. Donc, on s'occupe d'adolescents qui ont entre 14 et 18 ans, qui vivent dans le département et vous pouvez nous les adresser pour tout type de souffrance psychologique, que ce soit des idées suicidaires, des épisodes dépressifs, des troubles anxieux, parce que là, on du comportement alimentaire, troubles du comportement, etc., etc. On accueille, comme je disais, tout type de pathologie et de problématiques. On a été fermé pendant un temps au niveau de demande parce que nous étions en grand déficit médical. Comme vous le voyez sur la page de présentation, on est en train de se renforcer. Alors vous avez actuellement les médecins actuels et futurs du Centre-Est. Pour le moment, il n'y a que moi, le docteur Angibaud, et le docteur Marshall au Centre-Est. Le docteur Richard est en dernier stage de docteur junior avec nous. Le docteur Ben Shaïba va nous rejoindre dans les prochaines semaines, en novembre. Le docteur Cousin au mois de mai et le docteur Richard aussi au mois de mai, si tout va bien, si on arrive à mener nos projets à bien. Donc, si vous souhaitez nous adresser des patients au Centre-Est, il faut que vous nous fassiez un courrier. Donc, nous résumons brièvement la situation clinique du jeune. Vous donnez le courrier aux parents, eux, ils nous appellent et ensuite, on les passe en réunion, on leur propose un rendez-vous. Centre-Est, c'est une équipe pluridisciplinaire. Il y a des médecins, des psychologues, des infirmiers, une assistante sociale, un éducateur et une enseignante. Et on propose des soins le plus individualisés possible, qui vont du soin individuel au groupe thérapeutique et aux prises en charge le plus global possible et le plus individualisé possible pour ces patients. Voilà, un petit rappel nécessaire. Vous voyez mon topo, c'est bon? Partagé? C'est bon, vous le voyez? Ouais. Ok. Oui, oui, oui. Ok. Donc, on va vous parler donc de ces différents traitements, donc les antidépresseurs, les anxiolytiques, le traitement pour le sommeil, les neuroleptiques, les thymorégulateurs et le méthylphénidate. Et donc, moi, je vais commencer par vous parler des antidépresseurs. Donc, les différentes indications, comme vous savez, les antidépresseurs, c'est indiqué dans les dépressions majeures, mais s'ils sont d'intensité sévère ou d'intensité modérée avec une comorbidité psychiatrique. Ils sont également indiqués dans les troubles anxieux sévères, comme les TOC, les troubles paniques, les troubles anxieux généralisés, le trouble du stress post-traumatique et également les l'énurésie. Très à la marge pour les petits. Mais surtout, c'est indiqué en deuxième intention pour une psychothérapie. C'est-à-dire que si dans votre cabinet de consultation, vous diagnostiquez un trouble anxieux ou un épisode dépressif majeur à un enfant, un adolescent, avant de démarrer toute prescription, vous l'orientez vers un collègue pour qu'il fasse une psychothérapie avant de prescrire, parce que sinon, ce n'est pas indiqué.
Il y a quelques antidépresseurs qui ont la même chez les enfants et les adolescents en France. Vous allez voir, ça va être très court. Pour les épisodes dépressifs majeurs, il y a la fluoxétine, le Prozac à partir de 8 ans, et c'est tout pour les épisodes dépressifs majeurs. Pour ce qui est TOC, on a également la sertraline, le Zoloft, qui est un AMM à partir de 6 ans. Et très à la marge, on a également la fluoxamine et la clomipramine, qui sont des médicaments très spécialisés que nous-mêmes on utilise quasiment jamais. Mais ils ont l'AMM. L'énurésie, pareil, l'imipramine, la mitriptyline, qui ont l'AMM et qui sont utilisés dans des rares cas vraiment résistants d'énurésie. Par contre, vous voyez, l'AMM, c'est à partir de 8 ans et de 6 ans pour la sertraline et la fluoxétine. Retenez seulement ces deux indications. Je les ai mis en gras parce que c'est vraiment ces deux médicaments, ces deux antidépresseurs qu'il faut prescrire si vous êtes amené à en prescrire chez les enfants ou des adolescents. Donc, AMM dans l'enfance, mais clairement, il vaut mieux les éviter dans la petite enfance parce qu'ils sont peu efficaces. Il faut à peu près prioriser la psychothérapie et traiter les comorbidités associées. Les tricycliques, ce n'est plus en première intention, c'est réservé aux spécialistes. Et comme je vous disais, même nous, c'est vraiment ça quasiment jamais. Et la fluoxamine, on s'en sert très très peu parce que c'est un puissant inhibiteur enzymatique et ça entraîne de grosses interactions. Pour info, l'AFSAPS avait sorti des médicaments déconseillés selon l'âge. Donc, pour les moins de 15 ans, on ne prescrit pas de paroxétine, de citalopram, de minolcipran ou de lancérine. Et pour les moins de 18 ans, on ne prescrit pas de valafaxine. De toute façon, retenez que les deux antidépresseurs que vous prescrivez, c'est la fluoxétine et la sertraline. Donc, les effets indésirables, il y a quatre types d'effets indésirables les plus fréquents dans les antidépresseurs. Les effets gastro-intestinaux, donc des nausées, des douleurs abdominales, des vomissements. Des effets secondaires neurovégétatifs, donc des patients qui se plaignent de sueurs, notamment nocturnes, de bouffées de chaleur, de troubles sexuels ou de tremblements. Des effets neuropsy, ça peut entraîner des troubles du sommeil, de l'anxiété, l'hyperactivité, une irritabilité, voire dans certains cas une exaltation de l'humeur ou un virage maniaque, parce qu'il faut toujours rechercher quand on a des comportements qui changent aux antidépresseurs. Évidemment, tout le monde a en tête les conduites à risque et la majoration des idées suicidaires, des comportements auto-agressifs et des fugues. Et à la marge, ça peut être sérotonine. Mais ce qu'il faut retenir, c'est quand même dans l'ensemble, les antidépresseurs, c'est quand même bien toléré quand c'est bien prescrit. Si vous le prescrivez, les deux traitements dont je vous parlais tout à l'heure, la manière dont je vais vous l'expliquer un peu plus tard, les effets secondaires sont quand même limités. Ça arrive entre un jeune sur 4 et un jeune sur 10, et notamment la majoration des idées suicidaires chez un sujet traité, c'est un sur 100. Donc ça existe, c'est une réalité, mais c'est un sur 100. C'est quand même bien plus rare que ce qu'on croit quand on trouve les choses quand on trouve les choses dans la règle. Retenez que la seule contre-indication absolue, c'est l'association aux inhibiteurs de la monoaminoxydase. Il faut toujours quand même faire attention parce qu'il y a un risque d'interaction avec les médicaments. Il y a un métabolisme lié au cytochrome P450, dessus. Et donc, les effets indésirables, la majorité surviennent à l'introduction du traitement, au changement de dose et à l'arrêt. C'est le moment où il faut être le plus vigilant. Et je vous l'expliquerai en détail un peu plus tard. Dans la majorité des cas, ils disparaissent avec le maintien de la dose, ces effets secondaires. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire avant d'instaurer le traitement? Bien évidemment, vous évaluez votre patient. Ça paraît bête à dire, mais c'est toujours important de le rappeler. Donc, vous évaluez les symptômes, l'impact des symptômes sur le quotidien des patients et leur durée. Vous recherchez des comorbidités pour savoir si vous pouvez les traiter en priorité par rapport à ce que vous constatez dans votre entretien. Notamment, vous cherchez également s'il y a des antécédents de troubles bipolaires pour savoir si c'est une dépression qui s'inscrit dans un trouble bipolaire ou non. Est-ce qu'il y a des antécédents dans la famille? Est-ce qu'il y a des signes qui vous y font penser? Également, ce qui est des signes psychotiques. Est-ce que ce serait une dépression plus complexe avec des éléments psychotiques, donc des idées délirantes, un discours un peu incohérent avec parfois un discours difficile à suivre? Il faut évaluer également l'environnement familial, social et scolaire parce que l'adolescence, c'est un individu dans un système donc qui est influé par son environnement et inversement, donc c'est important à prendre en compte. Comme je le disais, vous orientez une psychothérapie avant toute chose. Et c'est un patient mineur, donc vous travaillez l'adhésion du jeune et de ses parents. Évidemment, c'est le premier concerné, mais obligation légale, il faut avoir l'accord du jeune et de ses parents. Et je dis bien c'est en majuscule parents parce qu'il faut que les deux aient donné leur accord. S'ils sont séparés et qu'il y en a un qui n'est pas mis au courant, il pourra se retourner contre vous si vous avez proposé quelque chose. Donc faites très attention. Pour l'instauration du traitement, c'est jamais en urgence. Les classeurs, ça met plusieurs semaines à faire effet. On prend du temps pour pouvoir évaluer son efficacité. Donc, ça, il faut prendre le temps de bien poser le diagnostic, de bien discuter de l'intérêt avec le patient et sa famille. Donc, et on le prescrit après l'échec d'une psychothérapie bien menée pendant 4 à 8 semaines. Si voit un psychologue pendant 2, 3 fois, ça marche pas, ça ne suffit pas. Il faut que ça commence, faut que ce soit un peu plus long que ça. Si au bout de 4 à 8 semaines,
le patient ne va pas mieux, là, ça peut, malgré que le psychothérapie est bien investie, là, ça vaut le coup de discuter d'un traitement antidépresseur associé à la psychothérapie, toujours. On ne prescrit jamais de traitement antidépresseur seul, sinon ça marchera beaucoup moins bien. Donc, je leur dis, travailler l'adhésion du jeune et de ses parents. Il n'y a pas de bilan biologique préthérapeutique à faire hors d'ordre d'antécédent particulier du jeune ou de la recherche d'une cause somatique. Et donc, en première intention, c'est la fluoxétine pour un épisode dépressif majeur ou la sertraline s'il y a un trouble anxieux associé. Donc, on débute la molécule à faible dose et on augmente progressivement. La fluoxétine débutée à 10 mg, vous augmentez par palier de 10 à 20 mg en fonction de l'âge, la tolérance du patient, et maximum de la dose, c'est 60 mg de fluoxétine. Pour la sertraline, vous débutez à 25 mg, vous augmentez de 25 à 50 mg, pareil, en fonction de l'âge, la tolérance. Et le maximum de la dose, c'est 200 mg. Ces doses-là, c'est plutôt pour des troubles anxieux sévères qu'on le prescrit. Mais après, les études montrent que les antidépresseurs sont bien plus efficaces sur les troubles anxieux que sur les troubles dépressifs. Les troubles dépressifs, c'est la psychothérapie qui fonctionne le mieux. Évidemment, une fois qu'on a passé un traitement, il faut surveiller ces patients-là. Pour ça, faire des consultations régulières. Ce qui est recommandé idéalement, c'est de voir les patients une fois par semaine le premier mois, puis toutes les 2 semaines pendant un mois. Ça, c'est dans l'idéal, c'est des repos, c'est toujours difficile à suivre. En pratique, faire une consultation 8 à 10 jours après l'introduction et une autre 2 à 3 semaines, ça permet quand même d'avoir une surveillance rapprochée parce que c'est les 3 premières semaines qui sont les plus critiques dans les potentiels effets secondaires. Et après, si le traitement est bien toléré, on peut permettre d'espacer un petit peu plus les consultations. Donc, dans vos consultations, vous évaluez évidemment la réponse clinique et la tolérance, les différents symptômes secondaires possibles, syndrome gastro-intestinaux, neurovégétatifs. Les symptômes neuropsy, il faut surtout chercher s'il n'y a pas un éventuel virage maniaque qui débuterait et chercher si les issues suicidaires sont renforcées ou non, en servant par exemple de l'échelle risque urgence dangerosité pour évaluer le risque suicidaire, est-ce qu'il y a des mises en danger ou non, est-ce qu'il y a un changement de comportement de l'adolescent ou de l'enfant après la prise du traitement. Donc, une fois qu'on a passé le traitement, on attend 6 à 8 semaines pour évaluer l'efficacité avant d'augmenter la dose. Comme je dis, ça met plusieurs semaines à faire effet. Ça commence à faire effet au bout de 3 semaines. Il y a certains patients qui ressentent quand même un certain apaisement de leur angoisse dans les premiers temps. C'est plutôt bon signe, c'est pas nécessaire. Mais c'est tout de même trop tôt. On attend 6 à 8 semaines et ensuite on voit. Si le patient se sent mieux, on maintient cette posologie pendant au moins 6 à 12 mois. Il ne faut pas l'arrêter trop tôt, parce que si on les arrête trop tôt, il y a un fort risque de rechute. C'est important de leur expliquer ça. Si le traitement il marche, à partir du moment où le patient va mieux et au retour à son état de base, on se laisse 6 à 12 mois avec ce traitement-là avant d'envisager de le baisser et puis de l'arrêter. Et une fois qu'il est arrêté, il faut quand même faire un suivi prolongé pendant 6 à 12 mois, ce qui est recommandé, pour vérifier qu'il n'y a pas de rechute derrière. Le risque maximum de rechute, il est entre 8 et 12 semaines après l'arrêt du traitement. Donc, il faudra continuer de voir ces patients de manière espacée si tout se passe bien. Il faudra quand même continuer de les surveiller régulièrement. Si ça ne marche pas, au bout de 6 à 8 semaines, on vous donnera un site tout à l'heure. C'est la Société française de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent qui a créé un site d'aide à la prescription pharmacologique dont je me suis servi pour pouvoir faire votre topo, parce que tout ce qu'ils font, c'est très clair. Et donc, eux, ce qu'ils proposent comme acronyme pour se rappeler de ce qu'il faut voir si un traitement ne marche pas, c'est opacité. Donc, O comme observance, est-ce que le traitement est bien pris? Euh, Toujours important de discuter. La psychothérapie, est-ce que la psychothérapie est toujours maintenue? Est-ce que le patient ne l'a pas arrêtée parce qu'il y avait l'antidépresseur? Il ne faudrait pas la renforcer? Est-ce qu'il y a une association d'autres troubles? Est-ce qu'il y a des comorbidités qu'on n'aurait pas forcément vues? La consultation plasmatique, en vrai, ça, on s'en sert jamais, on s'en sert jamais en pratique. Identifier des facteurs environnementaux de maintien, comme je disais, voilà, est-ce qu'il y a un problème dans la famille, est-ce qu'il y a un problème dans le secteur familial ou dans le secteur social ou au niveau scolaire qui pourrait entretenir le trouble anxieux ou l'épisode dépressif majeur. Et ensuite, s'il y a pas ça, on peut augmenter la dose. Donc, pour rappel, la fluoxétine augmente de 10 à 20 mg avec un maximum de 100 mg et la sertraline augmente de 25 à 50 mg avec un maximum de 200. Si ça ne marche pas avec la dose maximale ou si vraiment le traitement est trop mal toléré, on peut changer de molécule. Donc ça, l'idée, c'est plutôt de diminuer progressivement le premier traitement, puis de l'arrêter avant de relais par un autre. Je vous donne l'adresse d'un site, je vais vous montrer juste dans la diapo d'après le tableau à quoi il ressemble. L'adresse est un petit peu compliquée. Vous tapez switch antidépressante sur Google, c'est le premier site qui sort. Et vous allez voir, c'est un tableau qui permet de croiser en gros de quelle molécule on part pour arriver à laquelle et vous dit en détail
donc, bah, dès maintenant, vous diminuez de telle dose. Au bout de quelques jours, au bout d'un certain temps, vous pouvez arrêter puis passer à l'autre en fonction de tout type de traitement antidépresseur. Nous-mêmes, en tant que pédopsychiatre, on s'en sert et c'est vraiment très pratique et c'est mis à jour très régulièrement. Donc, si jamais le traitement n'est pas efficace à dose maximale ou il est vraiment très mal toléré, vous pouvez vous servir de ça pour modifier le traitement. Et donc, quand est-ce qu'on l'arrête? Donc, si le traitement est efficace, comme je disais, après 6 à 12 mois de maintien et d'arrêt des symptômes, là, on peut envisager d'arrêter le traitement. Donc, on diminue progressivement par palier sur plusieurs semaines. Moi, généralement, ce que je fais, c'est que je baisse la dose, j'attends un bon mois. Si ça se passe bien, ça continue il n'y a pas de rechute ou autre, je recontinue de baisser et ainsi de suite jusqu'à l'arrêt. Le traitement est arrêté, on surveille le risque de rechute. S'il y a une rechute, on reprend le traitement à la dose minimale où il y avait des effets. Si à un moment vous commencez à le baisser et le patient commence à aller moins bien, et ça s'installe un peu, vous reprenez la dose d'avant qui était efficace. C'est encore un petit peu tôt, il faut attendre quelques mois encore pour complètement arrêter. Et moi, ce que je vous conseille, c'est d'initier cette baisse dans des périodes moins stressantes. Les vacances, c'est assez idéal. Souvent, les ados me disent, bon, bah voilà, ça va faire un an bientôt, quand est-ce qu'on arrête? Je dis, bah ouais, mais alors, un an, on sera en avril. Mai, juin, tu as tes épreuves de bac. C'est peut-être pas le bon moment. Peut-être se pousser 2 mois de plus et on commencera à baisser après. Si, bah, pareil, pendant le bac, tu n'as pas eu de soucis, on pourra commencer à baisser pendant les vacances. Généralement, ils comprennent très bien qu'on puisse délayer un petit peu parce que bah, c'est pas le moment de faire une rechute pendant les épreuves de bac. Donc voilà le tableau à quoi il ressemble quand vous allez dessus. Donc comme vous voyez, vous avez dans la colonne donc from, c'est du traitement auquel vous partez, et tout en haut c'est pour le traitement auquel vous allez. Donc si par exemple vous voulez passer de la fluoxétine à la sertraline, vous cliquez là sur la case faux SE et vous allez avoir un descriptif de la conduite à tenir pour passer de ce traitement de la fluoxétine à la sertraline. C'est vraiment de vous en servir. Et donc, qu'est-ce qui se passe s'il y a des effets indésirables? En gros, s'il y a des effets gastro-intestinaux-neurovégétatifs, la plupart, ça disparaît avec le maintien de la dose, ça prend 15 jours. Moi, c'est toujours ce que j'explique aux patients quand on démarre le traitement. Tu vas peut-être avoir des maux de tête, des maux de ventre et tout. Ça dure les 10-15 premiers jours et après, ça s'arrête. Et l'immense majorité, ce qui expérimentent, ils disent, ouais, j'étais un peu barbouillé les premiers jours et après, ça s'est arrêté et j'ai plus eu de soucis. Le problème, souvent, c'est que s'ils font ça à une introduction, ils vont l'avoir à chaque augmentation de dose, malheureusement. Mais au moins, ils sont prévenus. Donc, maintenir la dose avec des traitements symptomatiques possibles. Si vraiment ils ont des maux de tête, des maux de ventre, de Doliprane, c'est possible, de Galène pour supprimer les nausées. Si vraiment c'est extrêmement difficile, enfin, ça les couche, ça les rend très mal, autant arrêter et basculer sur un autre traitement. S'il y a des effets secondaires neuropsy, ce qu'il faut, c'est rechercher un éventuel virage maniaque. Si c'est juste un effet secondaire simple, donc voilà, une montée d'angoisse ou des troubles du sommeil, vous diminuez la dose pour arriver à une dose qui était mieux tolérée qu'avant. Si par contre c'est un virage maniaque, donc avec un patient qui est vraiment l'inverse de la dépression, le patient qui s'agite, qui a ce qu'on appelle une exaltation de l'humeur, donc qui rigole pour rien, qui est bien trop énergique, qui n'est pas du tout fatigué, on arrête le traitement. Si une résolution spontanée, bon, bah, du coup, il faudra l'adresser à un spécialiste pour voir comment est-ce qu'on peut prescrire un traitement pour aider son trouble anxieux ou dépressif derrière. Si par contre son état ne s'améliore pas sous l'arrêt de l'antidépresseur, donc c'est un authentique épisode maniaque, et là, il faut vous l'adresser aux urgences psychiatriques pour qu'il soit donc à Clocheville, s'il moins de 43 mois, à Trousseau, s'il plus de 43 mois, pour qu'il soit évalué et qu'il y ait une prise en charge adaptée, parce que là, clairement, ça dépasse le cadre de ce que vous pouvez faire dans votre cabinet de médecin généraliste. Au niveau des conduites suicidaires, donc, le risque de majoration, c'est maximum les 3 premières semaines. Donc, vous de les voir quand même 2 fois dans l'idéal, ces 3 premières semaines-là pour voir comment ça se passe. C'est une augmentation d'idées suicidaires, bah, faut discuter la diminution, voire l'arrêt du traitement. Et ce qu'il faut, c'est je me doute que c'est compliqué avec la masse de travail que vous avez, mais dans un premier temps, les voir plus régulièrement pour justement travailler ça, que pas les laisser seuls avec ces idées-là pour pas que ça s'entretienne, puis que ça les dégrade, voire les emmène vers un passage à l'acte. Vous informez les parents du risque, et puis si jamais vraiment il est bien trop inquiétant, vous l'orientez vers les urgences, vous orientez le patient vers les urgences pour qu'il soit pris en charge. Si vous pouvez me poser des questions à ce moment-là, moi j'ai fini sur ma partie. On va faire ça. Ah ouais, un jour, faut que tu coupes ton son aussi. Vous m'entendez bien, là, c'est bon? Donc, on va s'arrêter juste quelques minutes. Si vous avez des questions,
Sur cette partie antidépresseur, on va essayer de poser les questions type de médicament à chaque type de médicament sera plus simple. Vous pouvez prendre la parole ou écrire dans le chat, comme vous préférez. Concernant le centre horaire, quels sont les délais moyens? Alors, maintenant ou plus tard? Bah, non, on est nul. Tu as coupé ton micro. Alors, là, on vient tout juste de rouvrir les demandes, donc les délais sont pas trop longs. Là, on en a passé mardi. Moi, je devrais avoir des créneaux encore pour la fin d'année, donc en décembre. Et les collègues psycho et infirmiers ont des délais, certains en octobre et l'immense majorité en novembre. Donc, on est dans des délais pour le moment de 2 mois, mais on vient de rouvrir. Donc, vous vous doutez bien qu'on va avoir pour donner une info, on a ouvert les demandes lundi. Alors, il y avait pas mal de demandes qui étaient en attente. On a ouvert les demandes lundi matin. On avait déjà 12 demandes en une journée qu'on a traitées dès le lendemain matin. Donc là, on doit être à une vingtaine là depuis. Donc voilà, pour le moment, on a des délais de quelques semaines. Ça va aller en augmentant. Même si on a des collègues qui vont arriver en renfort, ça va prendre un petit peu de temps quand même. Pour la décroissance du traitement, au bout de 6 mois, non, on diminue mois par mois au plus rapidement. Comme je le disais, moi, je fais mois par mois. Moi, je fais comme ça à partir du moment où on a passé personnellement, je prends un an. Je pars sur un an. Alors, ça, c'est dans mon idéal, parce que des fois, j'ai des patients qui me disent, bon, bah, ça fait plusieurs mois que j'ai arrêté mon traitement. Oui. OK, ça s'est bien passé. Alors voilà, je m'énerve pas, je leur explique pas qu'ils ont fait n'importe quoi. L'alliance avant tout. L'alliance avant tout. L'important, c'est qu'ils aillent bien. Donc, moi, c'est ce que je leur dis. OK, comment ça s'est passé? Est-ce que tes effets secondaires, comment toi tu vas? Est-ce que tu vas bien au niveau de ton moral, au niveau de ton angoisse et tout? Ça se passe bien? Tant mieux pour eux. Que ça, Euh, c'est une situation très fréquente en médecine générale. Mais je sais pas, est-ce que vous m'entendez là si je parle comme ça? Ouais, si, c'est bon. Donc, ouais, c'est une situation assez fréquente en médecine générale, finalement, où on va avoir les patients très régulièrement au début. Ensuite, on espace, puisqu'il y a une certaine stabilité. Et du coup, à un moment, bah, ils ne reviennent pas. Et on les revoit 6 mois après pour autre chose. Et on leur dit, mais c'est bizarre, vous avez fait un traitement. Ah bah non, ça allait mieux, j'ai arrêté. Ça, c'est quand même très, très Oui, fréquent. oui. Ça nous arrive aussi, hein. Aussi, hein. Des fois aussi. Mais des fois, ils disparaissent et des fois, ils disparaissent pas. Ils continuent de venir nous voir. Ils disent, ouais, 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 je continue de prendre mon traitement. Il n'y a pas de problème. Au bout d'un moment, ils disent, bon, en fait, je l'ai arrêté il y a quelques mois. Bon, très bien. Mais on va dire, celui qui prend son traitement, qui va bien et tout, qui discute avec son médecin de l'arrêt, personnellement, je baisse, je laisse passer un mois. Et si au bout d'un mois, en continuant de boire entre-temps, hein, et si au bout d'un mois, la baisse s'est bien passée, il n'y a pas eu de rechute, il n'y a pas eu de changement particulier, je rebaisse et ainsi de suite. Mois par mois, pour les ados, je trouve que c'est bien. Plus vite, ça peut être risqué. Ok. Euh, euh, Est-ce qu'il y a d'autres questions sur cette partie d'antidépresseurs? En fait, il y a quand même pas mal de similitudes avec le traitement de l'adulte, finalement. Oui, c'est des molécules qui sont beaucoup plus restreintes. Ouais. Tout à fait. Une certaine vigilance à avoir, mais sinon, il y a les grandes lignes, c'est pareil. Et le risque de majoration des idées suicidaires, elle est plus importante à l'adolescence qu'à l'âge adulte. Donc, il y a une surveillance plus importante à avoir aussi sur ce point-là. Ça marche. Moi, je préciserais qu'à l'instar de l'âge adulte, il n'y a pas d'indication à faire systématiquement du coup, une coprescription avec des anxiolytiques. C'est un mythe qui a persisté et qui persiste encore aujourd'hui chez certains prescripteurs. Et vous n'avez pas de nécessité de faire une prévention de la levée d'inhibition de antidépresseurs avec du coup des benzodiazépines notamment. Surtout pas. Surtout pas. Mes collègues vont vous expliquer plus tard pourquoi il faut surtout pas faire ça. Mais voilà, en l'occurrence, ça reste quand même des vieilles croyances, ou en tout cas des vieilles pratiques qui se passent un peu de bouche à oreille, de collègue à collègue. En fait, ça se fait plus du tout, c'est plus du tout recommandé. On vous en avait déjà un petit peu parlé chez l'adulte, mais en fait, c'est la même chose, hein. Même si on vous parle de risque finalement suicidaire augmenté, c'est pas pour autant qu'on ressort un peu son idée de la levée d'inhibition et de l'intérêt, justement, même si un risque augmenté des anxiolytiques.
Si on prescrit des anxiolytiques, en tout cas nous en pédopsie, associés antidépresseurs, c'est pas parce qu'il y a de l'angoisse associée et que le traitement va pas faire effet tout de suite. Alors, un patient qui fait régulièrement des crises d'angoisse, l'antidépresseur, il va le prendre, il va pas faire effet tout de suite. Un peu d'atarax ou autre, comme les collègues vont vous l'expliquer juste après, associé dans un premier temps, ça peut permettre une certaine anxiolyse dans l'attente de l'effet de l'antidépresseur. Ok, ben merci beaucoup pour cette partie. Et Non, Ah, c'est bon, c'est pas grave. c'est bon. Reste sur celui-là et tu passes, mais tu. Reste sur le PC. par contre, il faut que tu le remettes en mode diapositive. Ouais. Vous m'entendez bien? Oui. Donc, moi, je m'appelle Aline Marchal. Du coup, je suis pédopsychiatre sur le Centre Forest à mi-temps et à mi-temps sur un hôpital de jour pour adolescents. Moi, j'en profite pour en parler rapidement quand même. Qui est en train d'ouvrir. On a l'équipe, on commence à avoir des demandes. Et c'est un hôpital de jour pour adolescents lorsque les situations sont un peu trop complexes pour de l'ambulatoire simple et pour lesquels des médecins généralistes peuvent aussi faire des demandes sur des situations complexes. On part sur des hospitalisations de jour de 3 mois, mais si vous êtes intéressé, vous pouvez contacter notre secrétaire vous cherchez sur Internet HDG Ado, je pense qu'on nous trouve maintenant, ou le centre Reste et on vous aiguillera. Moi, je fais la partie sur les anxiolytiques. Donc, les anxiolytiques, l'indication, c'est vraiment sur les traitements ponctuels des manifestations anxieuses. Parce que si on a une problématique anxieuse globale, un trouble anxieux généralisé, on passe sur les antidépresseurs après psychothérapie. Et les anxiolytiques, c'est comme pour tous les traitements en psychiatrie chez l'enfant et l'adolescent, c'est en deuxième intention, après tout ce qui va être les règles hygiéno-diététiques en premier lieu. Donc pour l'angoisse, vérifier que le sommeil est bon et faire déjà les premières choses pour que le sommeil soit correct, vérifier que l'adolescent a bien une activité physique régulière, éviter les excitants, donc on pense au café, mais en fait aussi le tabac. Euh, et puis, au-delà des règles hygiéno-diététiques, il y a la mise en place d'une psychothérapie ou de sophrologie, relaxation, enfin voilà, avant d'envisager un traitement pour l'anxiété. Si on a besoin de mettre un traitement ponctuel, le seul traitement qui a l'AMM, et ce à partir de 3 ans, c'est l'Atarax, hydroxyzine. Il a l'AMM pour les manifestations mineures de l'anxiété et les troubles de l'endormissement liés à un état d'hyperéveil, c'est-à-dire liés à un état d'anxiété en fait. En termes d'effets secondaires, ce qu'on voit le plus sur la tarax, c'est un risque de somnolence, clairement. Et il faut avoir en tête le risque d'allongement du QT. Donc, normalement, même si c'est vrai que nous, on ne le fait pas de manière systématique, il faut faire un ECG pré-thérapeutique. Euh, Bah oui, oui, on le fait de plus en plus. C'est un traitement. Alors, les recommandations disent de débuter à 25 milligrammes. Moi, dans la pratique, je commence plutôt à 12,5. Bah, Euh, pour des patients qui n'ont c'est aucun ça, antécédent de traitement ou autre, autant démarrer à la dose la plus basse possible. Mais en exactement. fait, c'est déjà très bien. Sachant que s'il y a 12 et un demi-comprimé, ils peuvent, enfin moi je leur dis qu'ils peuvent essayer un demi-comprimé, ils voient ce que ça donne et j'ai pas besoin de les revoir pour passer à un comprimé entier si ça se passe bien mais que c'est pas que ça fonctionne pas, il n'y a pas de souci. La dose maximale, elle est de 2 mg kilo si l'enfant fait moins de 40 kilos et de 100 mg s'il fait plus de 40 kilos. Et faut se dire que ça met 15 à 30 minutes à Est-ce que vous m'entendez toujours? On a un souci.
On a On va perdu tâter les, sur ta tête avec les... on a perdu les psychiatres, mais ils sont toujours là autour de moi. Pas de panique. Hop, on a eu un souci de coupure Internet. Je... J'ai pas non plus. Je vais essayer de te mettre sur Ouais, mon... non, je vais faire avec. On fait un partage d'écran. C'est bon, moi, je suis avec. Alors, Je vois pas. est-ce que... Voilà, ça y est, on repart. Si je voilà. Et j'enlève mon micro, donc faut que tu remettes le tien. Ouais. Excusez-nous pour ce petit problème technique, ça arrive. Voilà. Oui, donc j'en étais à si la cataracte ne fonctionne pas, on passe tout de suite à des traitements qui sont hors AMM. Et ce qu'on met ensuite, c'est des antipsychotiques de première génération, plus particulièrement le tertian. Donc le tertian, les autres antipsychotiques de première génération également, ils ont l'AMM à partir de 3 ans, mais pour les troubles du comportement, pas pour l'anxiété. Et les effets secondaires les plus fréquents, c'est les risques d'hypotension, l'allongement du QT, donc encore un ECG. Et là, pour le coup, nous, on le fait systématiquement. La somnolence, la prise de poids, les dyslipidémies, donc ça nécessite une surveillance quand même régulière, mais ma collègue en parlera plus tout à l'heure. Et là, on débute vraiment aux plus petites doses et on sait comme toujours la plus petite dose et le plus court possible. Donc, nous, c'est le tertian qu'on met. Honnêtement, les autres, je ne les prescris jamais. Euh, voilà. Et on a pour les enfants qui ont plus de 15 ans, le l'oxapine, l'oxapac qu'on peut mettre, qui a l'AMM pour les états d'agitation, d'agressivité et d'anxiété associés à des troubles psychotiques ou certains troubles de la personnalité. Nous, c'est ce qu'on met si le tertian ne fonctionne pas et c'est sur les mêmes posologies que le tertian. Mais là, vous avez déjà fait le tour en fait des anxiolytiques que vous pouvez utiliser. J'en arrive du coup à pas de benzodiazépine chez l'enfant et l'adolescent. Alors, sauf bien sûr s'il y a des contre-indications aux autres molécules, mais bon, ça nous arrive jamais. Bah, faut avoir un risque d'allongement du QT, quoi. Et un Voilà, trouble anxieux massif. voilà. Et c'est complètement hors AMM. Il faut le limiter au maximum 2 à 4 semaines de traitement. Donc, bon, il faut se dire qu'on va falloir réussir à améliorer la situation en 2 à 4 semaines. On ne peut pas du tout l'utiliser lorsqu'il y a du trauma. Parce Euh, que. parce que, Mais brièvement. brièvement, oui, oui, globalement, comme il y a les troubles, ça crée des troubles de la mémoire et du coup, ça empêche le processus psychique habituel en termes de trauma pour en fait résoudre la problématique de trauma. Très, très brièvement, comme ça. Euh, donc pas dans le trauma et pas chez l'enfant et l'adolescent parce que les effets secondaires, ils sont majorés par rapport aux adultes, notamment le risque d'accoutumance et on n'a pas trop envie que nos ados, ils en aient encore à 60 ans. Les troubles de la mémoire, et en fait, ils sont en pleine scolarité, c'est pas non plus le moment de leur faire des troubles de la mémoire. Les sédations pour le même souci. Et puis, il y a une augmentation aussi des effets paradoxaux, c'est-à-dire les enfants qui vont vraiment s'agiter, en fait, au lieu de s'apaiser sous benzodiazépine, ils s'agitent, et notamment tous les enfants avec des troubles du neurodéveloppement, ils ont beaucoup plus de risques de ces effets-là. Après, je vous ai mis juste qu'est-ce qu'on pense de la phytothérapie, qu'est-ce qu'on pense de l'efficitoxine stressam. Donc, la phytothérapie, on n'a pas de preuve de l'efficacité dans la littérature, mais devant l'absence de trop d'effets secondaires, c'est possible pour l'anxiété légère. Ce qui est prescrit en général, c'est le passiflore ou l'aubépine. Il faut juste faire attention parce qu'il y a aussi la valériane et la mélisse qui sont prescrits pour l'anxiété. Il faut faire attention parce qu'il y a des interactions médicamenteuses. Donc, s'il y a d'autres traitements, vérifiez que ça se combine pas. Et ça, c'est accessible sans ordonnance. Donc, les ados en ont régulièrement récupéré en pharmacie. Donc, il faut vérifier aussi ce qu'ils prennent en dehors de tout ça.
Pour tout ce qui est effictoxine, donc le Stresam, pour le coup, ça, c'est pas recommandé par la HAS parce que ça n'a pas de preuve d'efficacité. Et en plus, il y a de rares mais graves atteintes dermatologiques et hépatiques, donc on oublie ça. Voilà, je ne sais pas si vous aviez des questions. Bah, peut-être sur la phytothérapie, Oui. ce qu'on voit nous en pratique, c'est que en fait, c'est des patients qui ont déjà pris de la phytothérapie, acheté à la pharmacie. C'est un peu la première étape. C'est-à-dire qu'il y a de l'anxiété, ça va pas. Les parents, ils essayent de se débrouiller un peu avec ce qu'ils peuvent. Ils vont chercher quelque chose à la pharmacie. Donc c'est vrai que c'est pas forcément nous qui l'initions, c'est déjà pris. Et moi, j'ai l'impression que quand ils viennent pour ce motif-là, bah, la phyto, elle est déjà essayée, ça n'a déjà pas marché, quoi. Bah, c'est pour ça que moi, je ne l'ai pas mis en premier dans les premiers trucs, parce que nous, vraiment, on le prescrit jamais. Il arrive, c'est déjà été tenté. Voilà. Mais bon, si ça n'a pas encore été tenté, qu'on a des parents qui sont très réticents aussi, on peut passer par C'est un ça. premier compromis. Ou pendant la psychothérapie, par exemple, pour accompagner. Alors, de toute façon, tous les traitements, ils sont en accompagnement d'une psychothérapie. Est-ce qu'il y a des questions sur cette partie sur les anxiolytiques? Méthylène, c'est pour le sommeil, ça. Ça va pas? Chez TDA, on a ça avec. Alors, sur la mélatonine, Ah, méthylphénate. Ah, est-ce qu'on peut associer la mélatonine avec. bah alors, c'est deux choses différentes, méthylphénidate et mélatonine. Après, la mélatonine, ma collègue va en parler juste après avec les troubles du sommeil, mais on peut tout à fait les associer chez un patient TDAH ou TDA qui a des troubles du sommeil, il n'y a pas de problème. Et puis, la question, peut-on associer la tarax avec un IRS d'allongement du QT? Oui, aucun problème. Pas l'augmenter de l'ISRS. Ah oui, ISRS de l'adolescent, aucun problème. Oui. Parce que c'est compliqué, c'est reprendre. Oui, Mais on c'est évite. vrai, voilà, parce que Voilà. ça, c'est vrai que du coup, les pharmaciens sont hyper briefés sur cette interaction médicamenteuse et nous sollicitent, enfin, nous appellent à juste titre très régulièrement quand on associe escitalopram. Ouais. Alors, escitalopram et citalopram, comment? Séroplex et séropram, là, et citalopram. Là, pour le coup, on ne peut pas les associer avec la Tarax parce que c'est les deux antidépresseurs qui font vraiment allonger le QT. Mais vu qu'ils n'ont pas les mêmes à l'adolescence. Mais voilà. Par contre, j'entends un petit, on n'associe pas le tertian avec la Tarax parce que les deux allongent le QT, donc on ne fait pas. C'est l'un ou l'autre. C'est l'un ou l'autre. Si la Tarax marche, vous avez essayé, ça ne marche pas, vous l'arrêtez et vous basculez après sur le tertian. Et une période de wash-out pour que tu disais 20 heures? Ouais, 2020 heures, la Tarax. Donc, faites une pause de quelques jours. Ouais, voilà. Une journée sans rien. Ensuite, le tertian pour éviter les interactions. Mais on peut se dire qu'en médecine générale, si on a essayé de la Tarax et que ça marche pas, de toute façon, là, on va à un moment solliciter un avis spécialisé. Oui, mais en attendant, l'avis spécialisé. En attendant, on peut demander une telle expertise Voilà. sur médecine générale et Oui, psychiatrie. C'est vrai que je bien ne sûr. l'ai pas dit à la partie d'avant, mais en effet, maintenant, les demandes d'avis sont ouvertes à la pédopsychiatrie. Donc, c'est nous, les différents pédopsychiatres ici présents, qui allons répondre. Donc, si vous avez, comme le dit le docteur Perrin, si vous êtes à un moment coincé parce que la Tarax ne marche pas et vous ne savez pas trop quoi faire, vous nous faites un petit mail et on vous répondra et on vous dira quoi faire sans problème. Il ne faut pas hésiter. On a un délai de réponse en ce moment qui est de 5 à 7 jours, hein, donc on a quand même, c'est assez rapide. Il y avait une question pour le tertien. Est-ce qu'on peut avoir une idée de la posologie? Peut-être tu peux revenir sur la diapo. Le tertien, alors, pour l'adolescent, c'est des comprimés de 25 milligrammes. Comment? Des gouttes. Oui, oui. Non, alors. Laissez On la commence par les parole. gouttes. Bon, on fait pas tous la même chose. Comment? Oui, mais moi, je commence par un demi-comprimé. Pas vous. Alors, Parce moi, qu'elles sont pas tellement tout le temps. dégoûtantes, les gouttes, qu'ils en veulent jamais, les ados. C'est une autre En question. tout cas, Bon, en tout cas, un petit dosage. on commence par un petit dosage. Alors, ça dépend. Il y en a, moi, je commence par un demi-comprimé. C'est des comprimés de 25 chez l'adolescent. Après, mon collègue, lui, commence avec des gouttes. Et du coup, tu fais quoi? 5 gouttes? 5 gouttes, donc c'est 5 milligrammes. C'est l'équivalent d'un quart quasiment de comprimé. De toute façon, il vaut mieux
si vous n'êtes pas sûr, commencez bas et montez. Après, les gouttes, c'est très amer hein, pour le coup. Ouais, il faut les Il mélanger faut les avec le mélanger, hein. Faut pas les prendre comme ça. D'accord. Et après, il peut y avoir plusieurs prises par jour. Enfin, il peut y avoir 3 prises matin, midi, soir, sans problème. Et après, la posologie maximale pour la tolérance. Ouais. C'est-à-dire qu'un patient qui prend déjà un comprimé 3 fois par jour, mais qui le tolère bien, qui est endormi et tout, mais qui n'est pas apaisé pour autant, bah, vous pouvez vous permettre d'augmenter très progressivement. Ok, il y avait une question sur la psychothérapie. Quelle est la psychothérapie qui est recommandée dans les troubles anxieux? Alors, il y a eu pas mal d'études à un moment qui disaient que la TCC, c'était vraiment vachement mieux que tout le reste. Les études plus récentes reviennent là-dessus. Globalement, toute psychothérapie. Après, c'est en fonction aussi des ados. Il y en a qui vont vraiment accrocher à certains types de psychothérapie, d'autres à d'autres. Enfin, faut qu'ils essayent en fait et qu'ils voient. Ça dépend du type de psychothérapie et du psychologue qui est en face et qui a, enfin, il y a une accroche ou pas quoi. Donc, C'est ça, de toute façon. Il y a pas de panacée, ça va dépendre de l'accroche et du degré d'accroche du patient avec le thérapeute et le soin proposé. Et puis, il y a un autre critère qui est maintenant avec mon soutien psy, qui est ce site sur lequel les patients peuvent trouver un psychologue pour lequel il faut encore une ordonnance. Hein, l'histoire de l'adressage sans ordonnance n'est pas totalement effectif. Donc, est-ce que vous m'entendez bien là? Ouais, c'est bon. Donc du coup, sur ce site, il y a un certain nombre de psychologues qu'on peut contacter, mais en fonction de l'endroit où habite le patient, bah, il n'y a pas forcément non plus beaucoup de choix, quoi. Et il y a quand même aussi un délai. C'est vrai que la plupart des psychologues qui sont répertoriés sur mon soutien psy ont un délai de 2 mois. Donc voilà, c'est pas, ça peut être un peu compliqué aussi en termes de délai. Ok, eh bien, je pense qu'on peut passer à la partie d'après, le sommeil. Vous avez enlevé la caméra? Oui. Ah oui, non, mais- Voilà, on va Ok. Bonjour, du coup, moi je me présente, je suis Alex Richard et donc je vais vous parler du traitement pour le sommeil chez les enfants et les ados. Donc, ah, ça défile pour vous? Non. Alors du coup, pour commencer, moi j'avais remis, je vous ai remis l'arbre décisionnel qu'on retrouve dans le Vidal pour vous donner un peu une vue d'ensemble sur la prise en charge des troubles du sommeil chez l'enfant et l'ado. Globalement, l'idée est un peu la même que celle que mes collègues vous ont rapportée, c'est-à-dire que quand il y a des troubles du sommeil, l'idée c'est déjà de faire un bilan un peu global avec les parents et les enfants et les ados pour savoir explorer un peu l'environnement, qu'est-ce qui se passe à l'école, qu'est-ce qui se passe dans la famille, qu'est-ce qui se passe pour eux individuellement, pour essayer de voir si vous trouvez pas une cause qui pourrait générer là des troubles du sommeil qui apparaissent. L'idée c'est aussi ce que vous faites comme d'habitude, l'examen clinique, éliminer une origine organique et éliminer une parasomnie type somnambulisme, terreur nocturne, ce type de parasomnie-là. L'idée, il y a différents types d'insomnie en fonction des classes d'âge. Pour autant, l'idée, une fois qu'on a fait ce bilan global-là, c'est dans un premier temps d'essayer de proposer des règles hygiéno-diététiques et une prise en charge comportementale des troubles du sommeil. Euh, avec, alors, comme choses qui peuvent être proposées dans les règles hygiéno-diététiques, c'est un peu, ça dépend un peu des âges, mais globalement, pour les enfants entre 0 et 3 ans, puis jusqu'à 10 ans, il y a la question des rituels du coucher, d'essayer de faire ce qu'on appelle de la chronothérapie, c'est-à-dire de restabiliser les enfants sur des rythmes qui sont les leurs, si parfois leurs journées sont un peu déséquilibrées. Limiter le co-sleeping, c'est-à-dire que quand même c'est conseillé dans les recommandations d'éviter que les enfants restent trop longtemps dormir avec les parents pour qu'ils puissent se rassurer sur le fait qu'ils arrivent à se rendormir eux-mêmes. Et notamment, il parle d'insomnie conditionnée,
c'est-à-dire que les enfants apprennent à ne pas forcément se rendormir ni avec un biberon, ni avec la présence parentale, pour leur permettre en fait d'apprendre à se sécuriser eux-mêmes et à pouvoir se rendormir eux-mêmes. L'idée après pour les plus grands, c'est bien sûr de maintenir une activité physique la journée, d'éviter de d'en faire le soir, d'essayer d'éviter les excitants et puis voilà les règles hygiéno-diététiques de base de la préservation du sommeil qu'on retrouve aussi chez les adultes. Alors moi, je vous ai mis la phytothérapie à cet endroit-là parce qu'effectivement, comme vous disiez, c'est souvent les premières choses que vont chercher les patients. Et ça peut être quand même, on parle d'enfants, d'ados, l'idée c'est quand même de leur proposer d'abord quelque chose qui est le moins invasif possible et de voir si ça fonctionne. Alors, le Vidal parle d'AMM pour la phytothérapie, d'utilisation traditionnelle. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais voilà, dans les troubles mineurs ou légers du sommeil de l'enfant, avec une prescription par habitude. Donc, je vous ai remis dans le diapo, si vous voulez y retourner, jeter un œil, les différentes phytothérapies qui sont évoquées dans le Vidal. Ensuite, globalement, dans les traitements, donc comme vous disait ma collègue, il faut penser quand vous en arrivez à l'idée d'un traitement, à déjà envisager, pourquoi pas, l'idée qu'il y a peut-être besoin d'une psychothérapie, de commencer à envisager avec la famille si vous repérez des choses qui pourraient générer du stress ou des troubles du sommeil, de voir s'il peut pas y avoir déjà une orientation vers un psychologue, ou en tout cas si vous sentez que les troubles sont plus installés que quelques semaines. C'est-à-dire que si ça fait déjà plusieurs mois que ça dure, il y a peut-être quelque chose à mettre déjà en place en même temps que le traitement. Et donc, il y a globalement trois traitements du sommeil chez l'enfant et l'ado à retenir. C'est la mélatonine dans un premier temps, puis Atarax ou Terralène. Donc, si on fait la mélatonine, c'est toujours le premier qu'on introduit, le premier sur lequel on va. Il y a deux formes de mélatonine, la libération immédiate et la libération prolongée. La libération immédiate, c'est des préparations magistrales en pharmacie. Donc, ça met un peu de temps à ce que ce soit fait. Et du coup, c'est plutôt pour les insomnies d'endormissement. C'est-à-dire que c'est une gélule qu'on va prendre tout de suite au coucher, que prend au coucher pour s'endormir juste après l'avoir prise. Globalement, nous tous ici, on sécrète à peu près 500 microgrammes de mélatonine naturellement pour s'endormir. Et en fait, il n'y a pas de consensus sur les doses de mélatonine libération immédiate chez l'enfant et l'ado. Il n'y a pas vraiment de lien dose-effet. Donc, en fait, il faut vous évaluer une posologie en augmentant progressivement avec la famille pour voir si ça agit sur l'enfant ou pas. À savoir que les doses usuelles, c'est plutôt 0,5 à 3 mg. Mais moi, par exemple, j'ai déjà mis 4 mg. Enfin, on peut bien augmenter, quoi. Il n'y a pas de consensus là-dessus. Pour la libération prolongée, il y a plus de consensus. C'est-à-dire que la libération prolongée, déjà, il faut que vous reteniez qu'il y a deux molécules, c'est le slénito et le circadin. La libération prolongée, il faut surtout bien dire aux familles de ne pas écraser ni mâcher les comprimés pour les petits, parce qu'en fait, ça perd l'effet de libération prolongée et ça, c'est pas forcément facile à faire, donc il faut bien les prévenir avant. Et donc, on va plutôt la mettre sur les décalages de phase ou les réveils nocturnes parce qu'en fait, il y a un pic plasmatique 2 à 4 heures après l'ingestion. Globalement, la libération prolongée, du coup, il faut la prendre plutôt 30 minutes avant le coucher. Alors, la seule chose avec la mélatonine, c'est que c'est pas remboursé par la sécurité sociale. Le Slénito, il y a une prise en charge par la sécurité sociale pour les enfants de 2 à 18 ans quand ils ont un trouble du spectre de l'autisme ou un syndrome de Smith-Magenis, donc une maladie génétique. Et pour le circadin, il y a une recommandation temporaire d'utilisation pour les enfants à partir de 6 ans pour les troubles du neurodéveloppement ou les maladies neurogénétiques. Donc, chez les patients qui sont en situation de précarité ou qui n'ont pas forcément accès à, enfin, qui n'ont pas de gros moyens pour financer eux-mêmes les traitements, une astuce que vous pouvez avoir, c'est que la mélatonine pure en pharmacie, elle coûte plus cher que les mélanges mélatonine-phytothérapie. Du coup, vous pouvez essayer de voir avec vos patients si dans leur pharmacie, déjà, ils peuvent pas voir en fonction des pharmacies, il y a des endroits où ça coûte plus ou moins cher. Et vous pouvez aussi voir avec eux qui voient avec leur pharmacien pour trouver le mélange phytothérapeutique qui coûte le moins cher. D'expérience, dans les infos qu'on a par les patients, c'est que la mélatonine à 1,6 ou 1,8 mg en mélange phytothérapeutique, elle est moins chère que la mélatonine pure et donc ça peut permettre que les patients y aient plus facilement accès, sachant que dans les mélanges, la mélatonine LP, c'est de la mélatonine LP. Donc voilà pour la mélatonine, qui est la première intention. Et ensuite, donc il y a la tarax ou l'hydroxyzine, qui est un antihistaminique, donc Aline vous a présenté juste avant. Elle vous a dit, hein, c'est pour les états d'hyper-éveil, les insomnies d'endormissement liées à un état d'hyper-éveil à partir de l'âge de 3 ans, après échec des mesures comportementales. Globalement, nous, dans nos habitudes de prescription, même si l'AMM est la même pour l'alimémazine, donc le Terralène,
On va privilégier l'atarax pour les insomnies liées à l'anxiété et on va plutôt privilégier le Terralène pour les troubles du sommeil avec plutôt des réveils nocturnes et une charge anxieuse moins importante. Mais finalement, l'AMM est la même pour les deux molécules. Là, je vous parle plutôt d'habitude de pratique et en fonction en plus des sources, ça se recoupe pas forcément sur cette question-là. Il y a deux formes d'atarax, comme vous disait Aline, le sirop ou le comprimé. Donc, en dessous de 40 kg, c'est dose max 2 mg kg jour. Au-dessus de 40, c'est dose max 100 mg par jour. Et donc, on commence toujours par la dose minimale efficace. Donc, pour les petits, plutôt du sirop. Et pour les plus grands, si on passe en comprimé, de commencer à 12,5 mg, c'est pas mal. Et puis, vous augmentez progressivement la dose. Toujours un traitement de courte durée, 2 semaines maximum. De toute façon, si vous sentez que c'est des troubles qui sont installés depuis longtemps et que même en introduisant le traitement, ça se maintient, il faut penser psychothérapie. Et c'est 30 minutes avant le coucher aussi l'atarax. Le bilan préthérapeutique, c'est surtout le CG pour les risques d'allongement du QT. Et puis, du coup, une association contre-indiquée avec les autres traitements à allongement du QT, donc notamment le tertian, surtout, on ne mélange pas les deux. Et donc, du coup, la troisième molécule, c'est l'alimémazine, le Terralène, qui est aussi un antihistaminique H1, mais aussi un neuroleptique, une phénothiazine. Donc, il a la même AMM que la Tarax, sauf que lui, c'est pour les enfants à partir d'un poids supérieur à 20 kg. Donc, comme je vous ai dit en pratique, plutôt pour les troubles du sommeil avec réveil nocturne et moins de valence anxieuse. Pareil, il y a deux formes, solution buvable ou comprimée. La solution buvable, c'est pour les enfants au-dessus de 20 kg et les comprimés, il faut qu'ils aient plus de 6 ans. La posologie maximum pour les enfants, c'est 10 mg par jour. Là, je vous ai mis entre 20 et 40 kilos, c'est en moyenne 5 mg par jour et entre 40 et 50 kilos, 5 à 10 mg par jour. Et pour les ados que vous suivez qui font plus de 50 kilos et qui ont un gabarit d'adulte, vous pouvez passer une posologie adulte, soit 5 à 20 mg kilo jour. À savoir qu'en pratique, en psychiatrie adulte, souvent le Terralène, il est monté plus haut que 20 mg kilo jour. C'est des traitements de courte durée pareil, et lui aussi, c'est 30 minutes avant le coucher en une seule prise. Il n'y a pas de bilan préthérapeutique pour le Terralène. Par contre, il faut avoir une vigilance et une précaution d'emploi. C'est un traitement qui est neuroleptique, donc qui abaisse le seuil épileptogène. Donc, pour vos patients qui font des crises d'épilepsie ou qui sont épileptiques, méfiance, il faut peut-être plutôt passer sur la Tarax. Donc globalement ici, je vous ai remis comme ça, vous aurez dans le diapo un résumé en tableau des doses habituelles et des doses maximales de ces trois types de molécules que vous retrouvez sur le site de la Fédération, la Société française de pédopsychiatrie de l'enfant et de l'ado, qui est un site qui est bien construit si vous avez besoin d'infos complémentaires. Et puis donc en résumé, il n'y a pas de bilan préthérapeutique à faire, sauf pour votre bilan étiologique des troubles du sommeil. Pour retenir simplement ECG pour la Tarax, ça c'est important. Euh, pour le moment de la prise, retenez que globalement, tous les traitements, il faut les donner environ 30 minutes avant le coucher, sauf la mélatonine à libération immédiate qu'on prend vraiment au moment du coucher pour que l'enfant s'endorme après avoir pris sa gélule. Et puis, pour les titrations, il n'y a pas la posologie, elle est adaptée au poids du patient pour l'hydroxyzine et la limémazine, donc atarax et terralène. Et par contre, pour la mélatonine, vraiment, c'est très dépendant du patient, c'est titré individuellement et il n'y a pas de recommandation pour la libération immédiate. Et comme a dit Aline, surtout pas de benzodiazépine ou d'apparenté benzodiazépine chez l'enfant et l'adolescent. Ça crée des risques de dépendance, ça modifie le développement cérébral. Et du coup, c'est vraiment des prescriptions qui sont réservées aux spécialistes pour des parasomnies bien particulières dans les troubles du sommeil. Voilà pour les troubles du sommeil. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions sur cette partie troubles du sommeil? Oui, une question. Pas de Donc, questions. pour l'instant, on retient pas de benzo, pas de benzo, pas de Pas de benzo. benzo. D'accord. Ok. Surtout pas de benzo. Ça Vous avez va, c'est des messages clairs, des messages simples. Ça marche. Eh bien, s'il n'y a pas de questions, on va Si, si, continuer. j'avais une question, mais je sais pas si on entend. Vous avez promis pléthore de psychiatres. En fait, Alice, on a tous les excuse-moi. psychiatres de la région dans le bureau. Alice, excuse-moi, il y a le docteur Loza qui avait une question. Bonjour à tous. Donc moi, je suis Justine Cousin, je suis docteur junior en pédopsychiatrie et j'ai pour projet de bientôt aller travailler au mois de mai au centre Orest à plein temps, en renfort de l'équipe déjà bien construite.
Donc moi, je vais vous parler des neuroleptiques. J'ai le challenge de vous en parler en une dizaine de minutes. Donc ça va être, ça va. Je vais pas pouvoir parler de tout, mais je vais essayer de vous faire ressortir un peu des messages clés. Donc déjà, dans un premier temps, les indications des neuroleptiques chez l'enfant et l'adolescent. On les retrouve dans les troubles de la schizophrénie, les troubles bipolaires, les troubles du neurodéveloppement, à savoir les troubles du spectre de l'autisme, le TDI, la déficience intellectuelle, les syndromes, les troubles du développement moteur, le syndrome de Gilles de la Tourette notamment, dans l'agressivité, l'agitation et les troubles du comportement. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est les indications pour les troubles, pour les neuroleptiques. Et vous allez voir enfin, vous avez déjà vu qu'on s'en sert également pour aviser aussi anxiolytique et hypnotique. Euh, donc, la propriété pharmacologique mère des antipsychotiques, c'est le blocage dopaminergique au niveau cérébral, qui est une propriété en fait qui est responsable des effets thérapeutiques, mais qui aussi est responsable des effets secondaires qui sont malheureusement nombreux chez ce genre de molécules. Il y a deux grands types d'antipsychotiques, des psychotiques de première génération, dits typiques ou conventionnels, et des neuroleptiques de deuxième génération qui sont dits, eux, atypiques et non conventionnels. Donc là, je ne vais pas rentrer dans les détails. Voilà une illustration des quatre voies dopaminergiques que l'on retrouve dans le cerveau, qui sont responsables, comme je vous le disais, des effets thérapeutiques et à la fois des effets secondaires aussi de ces molécules. Donc, souvenez-vous, la motricité globale et grossière est régie par le système pyramidal et la motricité fine est un peu plus subtile et qui gère la coordination motrice fine motrice du système moteur est régie par le système extra-pyramidal. Et en fait, l'une des voies dopaminergiques qui est bloquée grâce à ce genre de molécules génère des syndromes dits extra-pyramidales avec tout un tas de mouvements anormaux, les clonies, les dystonies, les syndromes parkinsoniens, acathysie, dyskinésie tardive, etc. Je ne rentre pas non plus dans les détails. En tout cas, le blocage au niveau de cette voie nigrostriée, là je reviens sur la diapositive d'avant, est responsable de tout un tas d'effets secondaires et de mouvements anormaux qui sont essentiellement retrouvés chez les premières générations, j'y reviendrai plus tard. L'une des complications rares mais graves qui est liée au blocage justement de cette voie dopaminergique-là, c'est le syndrome malin des neuroleptiques, pour lequel on retrouve un syndrome extra-pyramidal, une fièvre très importante, une hyperthermie souvent à plus de 40, une dysautonomie neurovégétative qui peut entraîner des comas. C'est une complication enfin, moi personnellement, j'ai jamais vue, enfin je crois pas. Et qui est très rare et pour lequel il est pris en charge en réanimation, hein. Donc, s'il y a de la fièvre, les choses clés à retenir, c'est que s'il y a de la fièvre avec un syndrome extra-pyramidal, il faut l'adresser immédiatement en urgence. Donc, une autre des voies, par exemple, dopaminergique, qui est celle de la voie au niveau de l'hypophyse, hein, qui est responsable, la dopamine inhibe la synthèse de la prolactine et du coup son blocage fait par conséquent des hyperprolactinémies avec toutes les conséquences cliniques que vous connaissez bien, la galactorée, les dysménorrhées, aménorrhées, etc., troubles sexuels, prise de poids, ostéoporose, etc. Les antipsychotiques de deuxième génération ont une propriété particulière. En fait, ce que je ne vous ai pas dit tout à l'heure, c'est que là, on a le blocage mère de ces molécules-là, mais il y a aussi d'autres blocages tout autour du petit rond bleu, là. Il y a d'autres blocages de récepteurs pour lesquels... qui sont retrouvés dans ces molécules-là. Il y a ils ont des propriétés aussi anticholinergiques, adrénolytiques, antihistaminiques et qui sont responsables d'effets secondaires comme de la prise de poids, de l'hypotension orthostatique, des troubles visuels, des sécheresses buccales, etc., qui sont régis par ces fonctions-là et qu'on retrouve globalement sur toutes les générations. Et là, voici une illustration d'un antipsychotique de deuxième génération qui a une propriété antagoniste sérotoninergique et qui, elle, en fait, par l'intermédiaire de la sérotonine, je ne vais pas rentrer non plus dans les détails, mais va être responsable d'une diminution des effets secondaires extra-pyramidaux que je vous ai décrits précédemment.
il y a une action à ce niveau, au niveau de la voie dopaminergique et euh, avec la dopamine qui fait que il y a l'avantage de diminuer ces effets secondaires-là. Alors, on est bien d'accord que c'est pas aussi facile. Les premières générations, ça lise pas du tout tous les effets secondaires des premières générations et de manière aussi facile, mais en tout cas, les neuroleptiques atypiques ont moins d'effets secondaires de manière générale grâce à cet antagonisme-là, et ils sont privilégiés chez l'enfant et l'adolescent. Euh, Oui, et pareil, je sans rentrer dans les détails aussi, mais les effets secondaires qui sont beaucoup plus retrouvés chez les neuroleptiques, dans les neuroleptiques atypiques, c'est les syndromes, le syndrome métabolique, qui sont pareil, aussi responsables, qu'on peut retrouver aussi dans les premières générations, mais qui sont plus prégnantes dans les neuroleptiques atypiques. Et on retrouve aussi chez ces atypiques d'autres propriétés pharmacologiques et réceptologiques qui sont notamment dues à la sérotonine, qui sont responsables d'effets antidépresseurs, antimaniaques, anxiolytiques, hypnotiques, etc. Et voilà, les effets secondaires dont je vous parlais tout à l'heure, qui sont phares à retenir chez les deuxième génération, c'est surtout des effets secondaires cardiométaboliques, prise de poids, lipidémie, obésité, etc. Diabète et augmentation du QT, comme Aline vous l'a dit. Alors, chaque molécule, chaque neuroleptique a des propriétés réceptologiques et pharmacologiques particulières avec une espèce de balance où il y en a qu'on privilégie plus ou moins pour avoir tel ou tel effet, d'autres diminuer les effets secondaires qui sont les plus acceptables chez les gens, évidemment. Et on essaye de jongler un petit peu comme ça en fonction de leur profil. Là, vous voyez, par exemple, l'olanzapine est vraiment la number one dans la prise de poids chez les enfants et les adultes d'ailleurs aussi, l'augmentation du glucose aussi, etc. Bref, je ne rentre pas dans les détails. Ce qu'il faut retenir, c'est essentiellement ce tableau-là. Donc, si on résume, les effets secondaires des neuroleptiques, on retrouve, comme disait Alix tout à l'heure, ils présentent tous une diminution du seuil épileptogène, donc ils sont plus à risque de faire des épilepsies. Le numéro un, c'est la clozapine à retenir qui baisse le plus le seuil épileptogène. Cette molécule, elle est très particulière. Alors, c'est pas du tout le neuroleptique de première intention qu'on délivre, mais si vous avez un patient sous clozapine, les particularités de cette molécule-là, c'est qu'elle elle fait des agranulocytoses et qu'elle diminue le plus le seuil épileptogène. Donc, il faut avoir le G facile si vous avez des soupçons. Et s'il y a de la fièvre aussi, encore une fois, un patient sous fièvre avec de la clozapine, avant de penser au syndrome malin des neuroleptiques, quand même le plus probable, c'est qu'il ait une agranulocytose, il vaut mieux faire une NFS. Donc, donc, il diminue le seuil épileptogène. Il y a des anomalies hématologiques, notamment la granulocytose chez la clozapine, mais aussi d'autres. Il peut y avoir aussi des thrombocytopénies, des leucopénies, des petites anomalies aussi au niveau de la NFS. Ça peut faire des cystolyses hépatiques. Il y a les effets, comme je vous disais tout à l'heure, anticholinergiques, de constipation, sécheresse buccale, etc., adrénolytiques, d'hypotension orthostatique, somnolence, etc., des effets antihistaminiques, prise de poids, sédation, etc. Ils font des troubles du rythme, ils allongent le QT, surtout le tertian, c'est la molécule phare enfin, l'une des molécules qui allonge le plus le QT, donc il faut faire vraiment des ECG. Là, c'est pas dans le tableau, mais enfin, vous allez voir dans la prochaine diapositive, mais ils disent que c'est en cas d'antécédents familiaux ou de mort soudaine, nous, on a le G facile chez les enfants, surtout enfin, les neuroleptiques, en général, on prescrit un ECG de base pour avoir une idée, et puis c'est souvent renouvelé chaque année aussi. Donc, les effets extrapyramidaux dont je vous parlais tout à l'heure, les syndromes métaboliques avec des hyperprolactinémies, de l'insulinorésistance, du diabète, tout ça, ce sont des effets secondaires et pour lesquels il faut surveiller tout ça. Donc, en jaune, ce sont les recommandations adultes, à savoir que chez l'enfant et l'adolescent, il y a très peu d'études qui ont été réalisées, donc c'est souvent des données qui sont extrapolées à l'adulte, donc il y a des choses qui sont à peu près claires et puis des choses pour lesquelles c'est du bon sens ou qu'on extrapole à l'adulte. Donc voici le tableau à retenir. Ce que vous pouvez retenir de manière générale, c'est que les premières générations, à savoir l'aldol, le largactyle, tertian, neuleptyle, toutes ces molécules-là, c'est souvent des traitements symptomatiques que vous pouvez ajuster quand vous avez des patients qui sont sous ces traitements-là.
qui sont souvent donnés pour des troubles graves du comportement. Ils ont les AMM pour plus de 3 ans. Bon, c'est pas, enfin, voilà, oui, c'est des traitements symptomatiques. C'est un peu moins vrai pour le Gilles de la Tourette, par exemple, où c'est du traitement de fond, hein, pour l'aldol, notamment le pimosine, Quand tout, tu peu dis importe. traitement symptomatique, c'est-à-dire que c'est pour diminuer l'agressivité, l'agitation. Oui, souvent c'est C'est ça? donné À des enfants un peu agités, Ouais, avec des troubles exactement. du comportement. C'est ça. Ouais. Où on y va à toute petite dose parce qu'il faut avoir en tête que l'enfant, c'est pas un adulte miniature, ils ont des reins immatures, un foie immature, que, ils sont plus dilués, donc forcément, ils ont beaucoup plus d'effets secondaires facilement, qu'il faut commencer, souvent pareil, on peut retenir ça, c'est à des doses à 1 mg kilo pour les enfants et y aller à toute petite dose et augmenter progressivement et inversement diminuer aussi quand vous êtes face à des effets secondaires type des tremblements, des mouvements anormaux, de la sédation, de la prise de poids, quand ça devient trop prégnant ou quoi, vous pouvez vous permettre d'ajuster facilement ces molécules-là. Les deuxièmes générations, plus de méfiance parce que c'est des dosages un peu plus subtils où on recherche des effets, soit petites doses un peu anti-impulsives qui sont aussi retrouvées comme indication dans les troubles du comportement, mais à plus haute dose, ça peut être aussi à visée antipsychotique ou à visée antidépressive. Donc voilà, c'est des dosages qui sont un peu plus subtils pour lesquels je vous recommande plutôt de demander à l'avis d'un spécialiste parce que Ouais. De toute façon, là, c'est Marie Borel dans le chat qui dit, on est d'accord, on n'introduit jamais de neuroleptique chez l'enfant sans avis psychiatrique. oui, bon, Hein, oui. globalement, Si vraiment, je pense qu'un coup de fil, ça peut sur rassurer. Et le puis, quelqu'un sur oui, l'insomnie, voilà. éventuellement en attendant un Oui. avis, mais en tout cas, effectivement, c'est des traitements pour lesquels on Mais va avoir besoin d'un avis oui. spécialisé. Parce que l'impulsivité, l'agressivité, tout ça, même si on commence toujours avec un peu d'atarax, voilà, on va très facilement au neuroleptique. Ouais. Et c'est souvent des patients qui ont des troubles du neurodéveloppement, d'autres choses associées ou quoi. Donc, effectivement, c'est bien de demander un avis pour se rassurer. Et même si c'est des petits dosages ou quoi. Mais par contre, si c'est des gens qui ont déjà des dosages comme ça, qui sont à des quantités importantes, c'est 1 mg kilo. Alors, des fois, c'est un peu au-delà du poids ou quoi. Même si c'est pas au-delà du poids, étant donné qu'ils sont sensibles et qu'il y a plus d'effets secondaires chez les enfants, si vous voyez qu'ils sont trop sédatés, qu'ils ont pris énormément de poids et qu'il y a un des rendez-vous trop tardivement et que ça leur fait pas forcément du bien, vous pouvez vous permettre de diminuer un peu les dosages de ces neuroleptiques-là. Mais voilà, plutôt les premières générations, aldol, tertian, nosinant, neuleptile, risperidone, aripiprazole, olanzapine, tout ça, c'est, comme je vous le disais, c'est des dosages qui sont pas, qui sont un peu moins de la cuisine. Et voilà, vaut mieux demander l'avis souvent pour des indications précises. Voilà. Donc réaliser des ECG, des EEG aussi, surtout pour de la clozapine, parce que c'est vraiment celui qui diminue le plus le seuil. Et la kétiapine n'a pas la même chez l'enfant et l'adolescent. Donc, les thymorégulateur, très rapidement. Alors, attends, juste, il y avait une Ouais. question Ah, je les vois pas. de Dr Amion. Quel est le traitement idéal pour les troubles du comportement dans le syndrome de Gilles de la Tourette? Alors, il y a des recos qui sont sortis il n'y a pas très longtemps. Il y a 3 neuroleptiques qui ont l'AMM, Il y a le Pimoside, donc le l'Orap, je crois. Tu peux montrer Alice, il y a l'Aldol, le Pimoside et un troisième, c'est le Thiapride. Et le Thiapride, ces 3-là ont l'AMM, mais les experts recommandent de mettre de la rifiprazole en première intention, mais qui n'a pas l'AMM dans la SFPEDA, mais qui n'a peut-être pas été révisé en tout cas, mais Du coup, ça fait le traitement de fond. Et s'il y a besoin d'un traitement symptomatique chez des gros troubles du comportement aigu, on est plutôt sur le perturbatif. Oui. Ouais. Quand j'ai besoin avec la répiprazole, un traitement de fond. Et puis à être évalué Et à être rapidement. évalué Ouais. rapidement par le médecin. Ouais. Après, les recos, elles parlent de ces 3 molécules-là, de la rifiprazole. Enfin, la rifiprazole en première intention, les 3, le Pimoside, le Thiapride et l'Aldol, mais il parle pas du tertian. Et il parle d'un autre neuroleptique, mais pour lequel moi, j'ai jamais prescrit, c'est le Xénanzem ou quelque chose comme ça. Lui, c'est la 3e intention, mais pareil. Enfin, c'est Pour retenir bon. qu'on a une spécialité du comportement, sédation et... Ouais. Mais à petite dose et toujours pas. Et ouais, avec avis. C'était pour l'introduire ou c'était pour. C'était quoi la question? Pour le trouble du comportement. Ah, les troubles du comportement, ouais.
Les derniers recours parlent de l'aldol, du thiapril et du pimosil. Mais je pense qu'il faut un avis. Si Faut vous un avez avis. un doute, vous demandez à la médecine générale psychiatrie 37. Voilà. Et, Et et on du se fait coup, des mails. nos collègues feront la littérature, vous trouverez ce qui est le plus adapté. Euh, le propos de ce soir, c'est vraiment d'appuyer plutôt ce que vous voyez passer en renouvellement, notamment sur ces profils de traitement, pas spécialement que vous les introduisiez. On peut espérer aussi sur des cas complexes, troubles neurodéveloppementaux ou autres troubles complexes, type Gilles de la Tourette. Vous ayez quand même, vous soyez pas les seuls aux commandes, voilà, sur ce type de profil. Clairement. Voilà, donc n'hésitez pas à vous entourer, n'hésitez pas à demander un avis, en tout cas, si vous rencontrez des situations où vous avez un doute. Pour rappel, le délai moyen de réponse, on est autour de 3 jours en moyenne pour le délai moyen de réponse aujourd'hui. Pour un avis du coup pédopsychiatrique, ce sera peut-être un peu plus long, ce sera de l'ordre peut-être de la semaine ou d'une dizaine de jours. Voilà. Et l'année prochaine, quand beaucoup des collègues que vous avez vu ce soir sont complètement intégrés au dispositif, on aura du coup un délai probablement similaire. Merci. Alors, le diapo est un petit peu avancé. Je pense que tu as Ah dû bon? appuyer sur le truc. Ah mince. Voilà. Est-ce que oui, voilà. Juste, c'est très rapide, les Et on thymorégulateurs. va enchaîner sur les thymorégulateurs. C'est moi qui vais le faire aussi, mais Ouais. je vais pas, ouais, ça va être extrêmement rapide parce qu'il y a que deux molécules qui ont l'AMM. Il y a l'aripiprazole et le lithium. Et après, les autres, je vais pas m'aventurer là-dedans parce qu'il n'y a pas d'AMM. C'est surtout décrit pour l'épilepsie. Et très sincèrement, j'en ai jamais prescrit, quoi. Les effets secondaires à retenir chez les patients qui sont sous lithium, c'est des nausées, de la diarrhée, gêne abdominale, sédation, tremblement, très important, tremblement, c'est assez fréquent. Comment? Ouais, c'est vraiment, c'est très fréquent. Les céphalées, polyurie, enfin des problèmes rénaux, des complications aussi sur la conduction avec des troubles du rythme, de l'acné, de l'hypothyroïdie. Et il faut surtout penser que c'est tératogène et qu'il faut une contraception associée, bien sûr. Et la surveillance au long cours, il faut surveiller la fonction rénale et thyroïdienne, la croissance staturopondérale, toutes les molécules dont vous a parlé, là, il faut les recenser sur le carnet de santé, évidemment. Et oui, le lithium, faut renouveler, enfin, represcrire la lithiémie tous les 3 mois, pour voir s'ils sont dans la fourchette. Mais encore une fois, c'est une fourchette qui est extrapolée de l'adulte. C'est du bricolage qu'on a fait avec les adultes voilà. Ah, parce qu'il n'y a pas Après, d'adulte. sur ces pathologies, donc c'est plutôt pour la maladie bipolaire chez l'enfant ou Ouais, l'adolescent? oui. Adolescent, Oui, parce qu'on diagnostique très rarement chez chez les l'enfant. petits, oui. Mais du coup, c'est quand même une pathologie qui n'est pas très fréquente. Enfin, de diagnostiquer aussi. Oui, c'est vrai. Ouais. En fait, plus on recule en âge, plus c'est rare. Genre, l'adolescence, c'est plus rare que l'âge adulte, et alors l'enfance, c'est extrêmement rare. C'est même débattu. Ben, c'est ça. Donc, du coup, nous, on a quand même peu de probabilité Oui. de voir un adolescent traité pour une maladie bipolaire. Parce qu'il faudrait qu'il soit diagnostiqué, que le traitement ait été débuté. Après, nous, on en a et on fait la surveillance avec le médecin généraliste aussi en parallèle. Mais la prévalence est faible. D'accord. C'est ça. Hein, voilà. Et si vous êtes, mais voilà, c'est encore une fois, si vous êtes amené à avoir un patient qui a ce traitement-là, c'est en gros que vous ayez en tête qu'est-ce que vous avez à surveiller si le psychiatre n'est pas là, ou si jamais le patient voit en disant j'ai quelque chose qui ne va pas, il a ce traitement, il a ce traitement-là, pensez à voir si ça ne viendrait pas d'un effet secondaire, d'un éventuel surdosage ou autre. Mais pareil, vous n'initierez jamais ce traitement-là. Fonction rénale, fonction thyroïdienne. D'accord. Je pense qu'on peut retenir ces deux. Créate, TSH. Ouais. D'accord. Voilà, comme l'adulte. Ça, c'est tout à fait ça. Créate, TSH, ça me va. Voilà. Donc, il y a des paquines, il y a trop peu d'études et sincèrement, j'en ai jamais prescrit. J'en verrai plus. On met d'abord du lithium et de l'aripiprazole qui marche. Voilà. Ok, eh bien, merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions sur ces deux parties, donc maladie bipolaire et traitement thymorégulateur et neuroleptique? Et à ce moment-là, si vous n'avez pas de questions, on va passer à la dernière partie sur le méthylphénidate. Alors là, c'est une situation un peu plus fréquente pour nous en termes de prévalence actuellement. Ouais.
Alors, bonjour à tous, je m'appelle Sarah Benchekba, je suis pédopsychiatre, je travaille à mi-temps à Clocheville et puis l'autre mi-temps c'est à Bretonneux. Je vais vous parler du méthylphénidate et vous allez voir, c'est le plus facile de, je pense, tout ce qu'on peut vous a dit depuis le début. Alors, d'accord, c'est bon, c'est bon. Un tout petit rappel clinique, donc le TDAH, c'est un trouble du neurodéveloppement avec des symptômes qui sont censés être présents dès le tout début de l'enfance. C'est un retard de maturation du cortex préfrontal et frontal et surtout en fait un retard de maturation des compétences d'inhibition des enfants. La prévalence, elle est assez importante et puis surtout, on va retrouver beaucoup de comorbidités. Je vous les ai notées parce que si jamais justement vous voyez un enfant, surtout un peu grand, âge primaire, collège, avec une énurésie, trouble du langage, anxiété, etc., vous cherchez un petit peu s'ils bavardent, s'ils oublient des choses, et ben, pensez au TDAH et à nous les orienter parce que ça va sûrement beaucoup les aider. La prise en charge du TDAH, en premier lieu, c'est psychothérapeutique et psycho-éducatif. L'objectif, c'est de les accompagner, de leur donner des clés non médicamenteuses pour qu'ils puissent compenser en fait leur retard de maturation. Et puis en fait, au fur et à mesure du temps, les symptômes s'améliorent. Euh, et parfois, quand le TDAH est notamment modéré, voire sévère, il y a besoin de traitements médicamenteux. Et le méthylphénidate est d'ailleurs la molécule qui fonctionne le mieux. Et c'est celle à laquelle vous êtes le plus confronté depuis 2021. Vous avez la possibilité d'augmenter, diminuer le traitement, le renouveler et même de l'arrêter. Il est systématiquement initié par soit un pédopsie, un neuropédiatre, un pédiatre à l'hôpital ou en libéral. La prescription doit être au moins une fois par an par un médecin spécialiste. Et puis le reste du temps, s'il est équilibré, vous pouvez en effet être confronté au fait de devoir, comme je vous disais, l'augmenter ou le diminuer. Voilà les molécules auxquelles vous allez être principalement confrontés. Ce qu'il faut un petit peu avoir en tête, c'est que l'objectif, comme je vous disais tout à l'heure, c'est d'attendre que les enfants rattrapent leur retard de maturation. Donc, on les accompagne sur les temps scolaires pour qu'ils puissent être disponibles grâce au méthylphénidate aux apprentissages. Et à certains moments, il va falloir un petit peu ajuster les doses prescrites parce que le développement du cerveau, il n'est pas toujours régulier. Donc, il y a des moments où il faut un peu augmenter, des moments où il faut un peu diminuer. Et surtout, il faut des pauses, notamment pendant la période estivale parce que peut-être que le retard a été rattrapé et c'est le moment justement d'évaluer ça à chaque rentrée, de prendre le temps, enfin chaque vacances, notamment les grandes vacances, d'arrêter le traitement, de voir un petit peu où en sont les enfants, est-ce que le retard est rattrapé, est-ce qu'il y a forcément nécessité de reprendre le traitement à la rentrée. Euh, les choses qu'il faut aussi retenir, c'est que il y a besoin d'un suivi assez régulier. Le méthylphénidate, les symptômes sont enfin, les symptômes, pardon, les effets, ce sont des symptômes, ce sont des effets sympathomimétiques, donc qui aident à la concentration, mais qui vont aussi avoir des conséquences un petit peu globales au niveau de leur développement. Donc, tous les 3 mois, pour les enfants de moins de 10 ans, il vous est recommandé de les mesurer, les peser. Euh, le CG, normalement, il a été fait initialement, mais si jamais les patients vous rapportent des symptômes, il est recommandé d'en refaire un nouveau. Évaluer aussi les palpitations, les douleurs, les symptômes digestifs, faire un petit examen clinique global, en fait pour voir un petit peu où est-ce qu'ils en sont, parce que dans les effets secondaires du méthylphénidate, on va avoir notamment la perte de l'appétit, voire des nausées ou des vomissements. Et donc ça peut avoir un impact surtout chez le petit sur la courbe de croissance. Et ça, c'est une indication d'arrêter le traitement, de les réorienter vers le médecin prescripteur initial pour réévaluer, peut-être changer de molécule. Parce qu'en fait, aussi, ça aussi que je vais vous dire, la variabilité interindividuelle, elle est assez importante. Donc parfois le Concerta va bien fonctionner, parfois il va falloir passer sur du Quasim jusqu'à ce qu'on trouve en fait la bonne molécule. Pour que ce soit pour les augmentations ou pour les diminutions, il faut prendre un petit peu le temps et c'est pareil très variable. Ça va être en fonction des effets secondaires que vous allez repérer chez les enfants. Il y en a qui tolèrent très très bien, tellement bien que parfois on peut même proposer qu'ils le prennent que pendant les jours d'école et ils peuvent l'arrêter le week-end et pendant les vacances. Certains le tolèrent très mal.
Et dans ce cas-là, on conseille de le garder toute l'année et puis de l'arrêter très progressivement pendant les vacances avec une diminution par tout petit palier, une fois par semaine, jusqu'à l'arrêt complet. Euh, Au niveau des effets secondaires, il est assez fréquent, les effets secondaires pas graves, c'est-à-dire la perte d'appétit, les troubles du sommeil et les céphalées. C'est ce qui rapporte le plus, c'est ce qui est le plus rapporté par les patients. Ces effets-là, ils sont dose dépendants. Donc en fait, il suffit juste de diminuer un petit peu la dose, on réévalue, on voit où est-ce qu'on en est. Souvent, ça rentre assez dans l'ordre. En fait, les enfants ont globalement, comparé aux adultes, pas trop d'effets secondaires avec, enfin, avec la grande population traitée, hein. Il y en a quand même, mais les effets secondaires, ils sont assez anecdotiques. Et surtout, quand on prend la balance bénéfice-risque, il y a quand même tellement d'avantages à maintenir le traitement que parfois, ça vaut le coup d'essayer de tolérer un petit peu. Je pense notamment à ce qui inquiète beaucoup les parents, c'est quand les enfants ne mangent pas le midi. Si le poids reste stable, qu'il continue à grandir et qu'il se rattrape en mangeant bien le soir, et ben là, il n'y a pas de, il y a pas de risque majeur. Les autres choses où vous allez pouvoir être aussi interpellés, c'est si jamais il y a une recrudescence d'activité, s'ils sont surexcités le soir, et ben c'est peut-être que le traitement est donné un peu trop tard. Je pense notamment aux patients qui ont un traitement de midi ou vers 4 heures, et ben là, il va peut-être falloir réévaluer pour décaler les heures de prise ou bien diminuer pareil un petit peu la dose. Globalement, pour les libérations immédiates, il faut considérer que la demi-vie, elle est d'environ 4 heures. Et pour les libérations prolongées, c'est environ 8 heures. Donc, il faut que vous ayez aussi un petit peu ça en tête par rapport justement à ces symptômes d'excitation, parce que ça reste quand même un petit peu stimulant. Euh, les autres choses aussi à avoir en tête pour le méthylphénidate, c'est rassurer les parents, parce que souvent ça inquiète beaucoup les parents. Comme on leur dit que c'est un dérivé des amphétamines, ça inquiète beaucoup, notamment par rapport aux addictions, etc. Euh, Chez l'enfant et chez l'adolescent, quand c'est prescrit, quand l'indication est correcte, en fait, souvent c'est assez rare. C'est plutôt chez l'adulte qu'on va avoir du mésusage que quand c'est fait de manière correcte, quand c'est accompagné, qu'on diminue progressivement et surtout que les parents respectent les doses, c'est assez rare qu'on en arrive là. Euh, il y a pas mal de sources, je pense au TDAH France, et puis vous allez voir, je vais vous mettre le site juste après sur la CFP-UADA, il y a beaucoup de documentation à donner aux parents pour les accompagner. Et puis surtout, inciter les parents à bien respecter strictement les prises alimentaires. Pareil, comme c'est aussi souvent des libérations prolongées, ne pas croquer, ne pas ouvrir les gélules pour que les, le traitement fasse effet de manière optimale. Je vous ai mis les signes de surdosage. Chez l'enfant, c'est rarissime, mais c'est quand même pas mal que vous l'ayez un petit peu en tête. Euh, les effets de surdosage légers, c'est ceux qu'on va repérer le plus, hein, avec l'euphorie, l'hypervigilance, le bruxisme, la tachycardie, l'hypertension artérielle, d'où le fait de devoir vérifier un petit peu ces constantes-là à chaque fois. Euh, et après, il peut arriver, c'est un peu plus rare, mais il peut arriver qu'on puisse voir des hallucinations, de l'agitation, de la paranoïa. Dès le moment où vous avez des symptômes de toxicité modérée ou sévère, vous les envoyez aux urgences. Parce qu'il va falloir faire une bio, il va falloir les surveiller, il va falloir parfois même qu'ils soient scopés. Donc, n'hésitez pas à les envoyer dès que vous avez des signes de toxicité modérée ou sévère. Euh, voilà, et enfin, là, le site dont je vous parlais tout à l'heure, que je vous recommande vraiment de consulter, qui est bien fait, c'est par pathologie. Il y a et des ressources et puis aussi des propositions euh, je sais ce que je voulais dire, De littérature. de littérature. Merci. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Alors, il y a une question, à quel âge doit-on arrêter le méthylphénidate? Peut-on continuer à l'âge adulte? Et bien justement, c'est ce que j'essayais d'expliquer. Là, c'est qu'en gros, comme c'est un retard de maturation, l'âge d'arrêt, c'est à partir du moment où l'enfant a rattrapé son retard de maturation d'inhibition. C'est pour ça qu'on arrête à chaque été. Classiquement, c'est souvent à partir de l'adolescence où il y en a moins en moins besoin. Il faut considérer que le retard de maturation, en moyenne, il est de 3 ans. Donc, à partir de, je pense, quand ils arrivent au lycée, grosso modo, déjà, eux, en ont marre parce que c'est tous les matins, c'est casse-pied. Les ados, souvent, ils ont plus envie de le prendre, même s'ils en ont besoin. Donc, souvent, ça vient un peu spontanément. Et en plus de ça, normalement, s'il y a bien une pause à chaque été et puis qu'on attend un petit peu avant de remettre le traitement en place et que l'ado a bien suivi, est bien suivi, bien étayé,
je dirais, ouais, à partir de l'adolescence, enfin, milieu de l'adolescence, là, on peut considérer le besoin d'arrêter le traitement. Dans les trucs pénibles aussi décrits par les parents et les enfants, c'est venir à un rendez-vous tous les mois. Ouais. En plus, il faut être hyper clean sur les jours. Complètement. Donc, c'est vrai que il y a beaucoup de contraintes, notamment parce que, en fonction des contraintes des parents, des contraintes des enfants, des activités et des contraintes du médecin prescripteur, c'est vrai que des fois, c'est quand même assez casse-tête. 28 jours, ça revient vite, quoi. Ouais, donc du coup, ça peut être aussi une motivation à dire on essaye de diminuer. Alors, on essaye de diminuer déjà, on peut pas faire. On peut diminuer la dose. Alors, pendant les vacances, c'est même l'arrêt complet qui peut être fait si c'est toléré d'un point de vue symptomatique au niveau des effets secondaires, quoi. Parce que des fois, les parents, ils peuvent être un peu inquiets d'un retour en arrière, Ouais. sur de l'agressivité, sur des difficultés d'interaction familiale qui sont quand même des mauvais souvenirs. Tout à fait. Donc ça, c'est ce qu'on peut expliquer un petit peu aux parents, c'est que là, notamment quand il y a des recrudescences d'agitation, enfin, je pense pour les ados, notamment quand on en est encore là, c'est qu'il y a autre chose. Parce que globalement, passé 11, 12, 13 ans, ça, c'est des symptômes qui sont plus présents. S'ils sont présents, c'est qu'il y a peut-être justement des comorbidités qu'il faut traiter autrement que par du méthylphénidate. Voilà. Donc là, si c'est des choses qu'ils craignent, eh ben, ça va être aussi de les orienter peut-être vers un pédopsychiatre pour les accompagner. Et on a aussi une problématique actuellement, mais pas que pour le méthylphénidate, malheureusement, c'est les manques fabricants, les tensions pharmaceutiques. Donc ça, est-ce que ça peut être aussi une question pour la téléexpertise, par exemple, pour le switch, voilà, sur les équivalences, parce que c'est vrai on a des pharmaciens qui nous appellent en nous disant ah j'ai plus de traitement, qu'est-ce que je fais, machin. Donc, Des tableaux d'équivalence, vous pouvez aussi Oui. Pardon, il y a des tableaux d'équivalence aussi que vous pouvez trouver en ligne. J'en avais un, mais j'ai pas mon ordi, donc j'ai pas de site en tête. Mais, Et puis les assos dont parlait Sarah sont assez réactifs, c'est-à-dire que quand là il y a quelques mois, grande pénurie de Quasim, assez rapidement TDAH France a sorti justement des tableaux d'équivalence en disant bon, vous pouvez basculer sur, je crois que vous une de mémoire qui était plutôt bien tolérée dans l'ensemble et qui était pour le coup pas du tout en tension, et qui même tenait régulièrement à jour en disant bon, le Quasim 30 c'est la catastrophe, on en a plus. Le Dislevin avec un peu de bol, par contre le Medicaid vous en avez, le Concerta ça dépend de l'usage. Donc voilà, mais si vous ne trouvez pas et que vous êtes confronté à ça, à mon avis, vous pouvez nous envoyer un mail pour qu'on puisse répondre et vous aider là-dessus. Mais pour répondre à la question que vous posez, peut-on continuer à l'âge adulte? Alors, comme le dit Sarah, dans la majorité des cas, quand même, l'agitation, du comportement, la partie hyperactivité diminue avec l'âge. Il y a quand même quelques-uns où c'est le cas. Par contre, la partie inattention peut persister et on a encore tous des patients qui majeurent et qui sont en études en ont encore besoin. Donc, si c'est nécessaire et que c'est bien toléré, on maintient la prescription. C'est pas un problème. C'est toujours la balance bénéfice-risque, comme le rappelle Sarah. Et certains, après, vont en avoir de moins en moins besoin, ou ils vont trouver un bout dans lequel ils vont se débrouiller, et ils vont de moins en moins avoir besoin de ils vont s'adapter. En fait, ce qui compte, c'est vraiment le diagnostic fonctionnel plus que l'étiquette. Exactement. Parce qu'il y en a plein qui ont des compétences. Je pense notamment aux ados qui sont très intelligents, qui ont des parents qui ont des exigences importantes. Et les parents qui tirent, c'est un peu rare qu'on ait ça, mais qui tirent un peu justement sur le méthylphénidate pour qu'il y en ait plus longtemps. Parce que ça reste un psychostimulant, qu'on a un TDAH ou pas, ça améliore nos performances. Donc il faut aussi avoir ça en tête, sauf que c'est un traitement qui, sur le long terme, abîme le cœur. C'est pris sur des années et des années, qui peut même aussi, dans certaines études, abîmer les reins. Donc, il faut quand même rester vigilant autant de prise du médicament et le faire en sorte que ce soit le plus court possible. En fait, à partir du moment où il y a le méthylphénidate, l'objectif, c'est de libérer un petit peu l'enfant et de le rendre accessible aux apprentissages scolaires, mais aussi de mécanismes de compensation non médicamenteux de leur TDAH et apprendre à vivre avec ces fragilités attentionnelles, comportementales et organisationnelles, enfin exécutives de manière globale. En tout cas, s'il y a moins d'agressivité, d'opposition, c'est plus facile pour la psychoéducation, exactement, pour apprendre à se débrouiller en société, puisqu'on est déjà plus apaisé. C'est ça. Comme on sait qu'on oublie tout le temps, on prend des fiches, on fait des listes, voilà, on apprend à faire avec. Et on a aussi régulièrement des sollicitations, enfin, en tout cas des parents qui peuvent se reconnaître dans le diagnostic de leurs enfants. Donc ça, là, c'est un peu hors sujet, mais en tout cas, on peut des fois commencer à traiter des adultes. Alors, c'est un sujet un peu de discorde au sein de la communauté. Moi, je suis plutôt d'avis, pareil, qu'on reste sur du diagnostic fonctionnel si ça n'a pas un impact global majeur sur leur fonctionnement.
Par contre, qui se rapproche d'un psychiatre pour évaluer ça, poser le Déjà, pour diagnostic. poser le diagnostic Exactement. Et puis et ensuite, discuter de l'accompagnement, en sachant que ces fragilités-là, ça se traite notamment avec une bonne thérapie TCC, notamment. Enfin, il y a beaucoup de choses qui sont faisables de manière non médicamenteuse pour accompagner le TDAH à l'âge adulte. Rappelons qu'on parle de pathologie quand il y a un impact, donc que ce soit problématique. Quelqu'un qui fonctionne, qui en effet quelqu'un qui est très actif et qui finalement a fait une force n'a pas d'impact dans sa famille ou son travail. Oui, si on fait passer des bilans, probablement qu'il aura une nécessité de TDAH, mais est-ce que ça vaut vraiment le coup, sachant que la personne n'a pas d'impact négatif de C'est ça? ça, en fonction des pathologies. en fonction des comorbidités. On a fait une soirée thématique il y a cette année d'ailleurs sur le TDA adulte, TDA VH, un peu moins adulte, dans lequel on expliquait bien que c'était un diagnostic fonctionnel en réalité. Voilà, c'est ça. Voilà, Quand tu dis diagnostic fonctionnel, c'est-à-dire c'est-à-dire que ça va être la répercussion qui fait le diagnostic et c'est pas des signes cliniques spécifiques qui font le diagnostic, c'est les répercussions. Et en fait, chez l'enfant, c'est un peu pareil. C'est la même chose en réalité. Nous, après, chez l'adulte, le problème qu'on a, c'est que souvent, c'est un adulte qui est passé sous les radars, qui n'a pas du coup eu, on va dire, des soins, des réanimations préalables, et qui vient avec un ensemble de symptômes qui sont pas du tout spécifiques en réalité, et qui peuvent être une répercussion fonctionnelle d'autre chose que finalement un trouble neurodéveloppemental qui serait passé sous les radars. Et c'est ça qui est un peu compliqué. Et effectivement, après, là où c'est pas consensuel, c'est qu'est-ce qu'on en fait. Alors, il faut bien discriminer les choses, c'est ce qu'on avait dit dans la soirée thématique à l'époque sur du coup, les patients adultes, pour être sûr qu'on n'a pas quelque chose qui mime un TDA, mais qui n'en est pas un. Et après, du coup, on avait pris un peu tous les cas de figure. Alors, je vais pas les revenir là, mais une soirée thématique, on avait bien choisi. On avait fait 1 heure et demie dessus, donc vous avez un peu le détail à l'adulte. Après, moi, pour voir beaucoup d'adultes, j'ai une position qui n'est pas exactement la même que la vôtre voilà. C'est que, en fait, on a quand même on a des profils vraiment, c'est typique. Hein, on est sûr que c'est quand même dû à une altération des fonctions exécutives qui est déjà présente depuis l'enfance. Et là, clairement, juste TCC, parce qu'on amène des TCC et je fais des TCC, on résout pas tout. On résout pas tout et on a des profils de patients aussi, il faut bien comprendre, qui viennent souvent solliciter pour le TDA de l'adulte, pas du tout avec une attente d'apprendre des stratégies d'adaptation. Ils viennent avec plutôt quelque chose qui est une attente qui va être plutôt qu'on soulage leurs symptômes fonctionnels en réalité. Et donc, ils ont une attente souvent forte. Aujourd'hui, ça s'est quand même beaucoup démocratisé. Les gens vont plus regarder sur Internet, etc. Ils savent que le méthylphénidate existe. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, ils ont peut-être même leurs enfants qui viennent de recevoir et qui, du coup, trouvent que changement miraculeux. Et donc, souvent, ils ne viennent pas avec une attente qu'on les accompagne sur, effectivement, on va dire, des outils plutôt de compensation de leurs difficultés exécutives en réalité, mais plutôt, finalement, des outils Et c'est là où il n'y a pas de consensus à l'âge adulte, c'est plutôt le côté récupération qui est beaucoup plus étudié chez les enfants. C'est-à-dire, vous voyez, vous avez des chiffres plutôt bien solides sur au bout de 3 ans où on peut avoir une récupération fonctionnelle, etc. À l'âge adulte, on a beaucoup moins d'études sur le taux de récupération fonctionnelle et sur quelle durée on doit mettre, sur quelles sont les stratégies, voilà. On va plutôt se baser, pas vraiment du coup sur des recommandations, mais plutôt sur une récupération fonctionnelle et les accompagner vers la meilleure récupération fonctionnelle possible jusqu'à non-nécessité du traitement. Mais il n'y a pas non plus cette fois-ci de recommandations sur comment on arrête, dans quelles conditions, au bout de quelle durée. C'est vraiment au cas par cas. En tout cas, moi, ce que je retiens pour l'instant, c'est de réévaluer la pertinence de la prescription en faisant des pauses ou en diminuant si les parents sont vraiment trop flippés que ça reparte en vrille à l'école ou à la maison. Et puis aussi tout ce qui va être accompagnement par les associations de patients. Et alors la psychoéducation, bon, ok, mais comment pratiquement, comment on fait quoi? Alors en fait, c'est les orienter vers les CMP où il existe normalement des groupes dédiés, notamment Berkeley. En fait, c'est des méthodes de prise en charge. On apprend aux parents comment faire avec un enfant qui a un TDAH. Je pense à Clotilde. Les psychologues aussi. Ils le font. Voilà. Pour les parents. Et il y a un groupe Berkeley à Amboise aussi, organisé par la CPT Asclepios. C'est pas le TDA. Non, dans ces troupes d'opposition. Alice? C'est à partir de 3 ans d'exposition pour commencer à aller voir les premiers. Donc ça arrive pas si tard. Ça n'arrive pas si tard que ça. Oui, 3 ans, ça va vite. Est-ce que vous avez des questions? On arrive à la fin de la présentation.
Alors, c'est une Ali, soirée dans ouais. laquelle il y a beaucoup d'informations, hein, c'est dense, mais vous pourrez vous le réécouter en boucle jusqu'à intégration de toutes les infos et le diapo sera disponible avec un diapo. Là, si vous revoyez la soirée, vous aurez le diapo qu'on a passé et il y a un diapo encore plus complet qu'on mettra aussi en ligne avec encore plus d'informations pour les gens qui veulent encore plus de précision. Puis n'hésitez pas à nous solliciter via la messagerie de médecine psychiatrie 37 si vous avez besoin d'aide dans vos situations. Sur OmniDoc, donc on vous rappelle que sur OmniDoc, vous pouvez solliciter, faire un adressage dans les ateliers thérapie comportementale, dépression, insomnie et début 2025 pour le burn-out aussi. Et puis, donc aussi, vous pouvez faire une demande de téléexpertise via OmniDoc. Eh bien, merci beaucoup. Merci à toute l'équipe d'Orez qui est venue en force. Et on vous souhaite une bonne soirée. À bientôt pour une prochaine soirée thématique en 2025. Sur le burn-out. Exactement. Bonne Au soirée. revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir.